Fils d'instituteur, comme il aime à l'affirmer, sans un quelconque complexe, Jean-Blaise Bilombo Samba a donc hérité de ces derniers du goût prononcé pour les études. Amoureux de son pays, jusque dans l'âme, c'est donc à juste titre qu'il va décider de rentrer au bercail après des études de pharmacie à Dakar, au Sénégal, pays du poète bien nommé Léopold Sédar Senghor. Passionné des belles lettres depuis sa tendre enfance, c'est sans surprise que Jean-Blaise Bilombo Samba publie son premier recueil de poésie à l'âge de 26 ans. Témoignage préfacé par Feu Henri Lopez d'illustres mémoires. Depuis lors, il se présente comme le plus fidèle et le plus prolifique de nos écrivains actuels, pour reprendre les mots de Matondo Koubou Touré. À son actif, 5 recueils de poésie personnelle aussi séduisants que percutants les uns les autres. Je les cite: Témoignages, Hors la nuit, Élégie libertaire, Brûleur d'ombre et L'homme indépendant. Toutefois, malgré cette auréole, Jean-Blaise Bilombo Samba n'aime point être sous le feu des projecteurs. Sa philosophie: laisser ses œuvres parler à sa place et se mettre au service de ses contemporains. Son dynamisme avéré dans le rayonnement de la littérature congolaise grâce à son soutien actif à différents projets littéraires et au soutien sans faille porté aux œuvres de ses confrères en sont la preuve. Je suis Jean-Blaise Bilombo Samba, fils et petit-fils d'instituteur, citoyen congolais, africain, mais aussi citoyen du monde. Je suis pharmacien et chef d'entreprise, acteur culturel et civique. Et puis enfin, je peux dire que je suis poète, 5 livres publiés à ce jour. Je suis le fils aîné de mon père et donc j'ai bénéficié d'une attention particulière, mais cela ne s'est pas fait sans mal, hein. Cette confiance qu'on a construite, qu'on a co-construite ensemble, mon père et moi, dans la première période de ma vie, celle de l'école primaire, d'élèves d'école primaire, nous étions souvent en grande contradiction, parce que justement il m'a enseigné, entre autres. Il a été mon directeur d'école. Et quand je suis allé à Savorgnan au lycée, on a commencé à améliorer nos rapports. Et après la 3e, nous sommes devenus des amis. Ma mère, mais très chère, elle était davantage mon amie que mon père. Nous passions souvent des séances de rire ensemble, pour un oui, pour un non. Nous aimions plaisanter ensemble, elle aimait me provoquer. Et puis voilà. Non, j'ai un souvenir très, très affectueux de ma mère qui me protégeait. Un exemple, quand on était au CM2, on préparait le concours d'entrée en 6e et le certificat d'études. Mon père, qui était directeur d'école, nous ramenait le jeudi à l'école, alors que c'était un jour de libéralité d'études. On ne travaillait pas. Mais pour ceux du CM2, on repartait. Et donc, ma mère négociait avec le paternel pour lui dire non, 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 nous allons aller désherber sur le terrain du plateau des 15 ans. À l'époque, nous vivions à Mongali. Nous allions aller désherber sur le terrain du plateau des 15 ans. Il y a des travaux domestiques à y faire, etc. J'ai besoin de l'enfant. Tout ça pour me soustraire des griffes de mon père, parce que le jeudi, c'était un jour très difficile pour les élèves que nous étions. Oh, j'étais un élève travailleur, mais aussi
rebelle. J'avais l'impression qu'on demandait trop de moi, surtout à l'école primaire, justement du fait qu'il y avait mon père qui était en même temps mon maître. Il m'a pris en CM1 et il est monté avec moi en CM2. Et donc j'avais l'impression qu'ils m'en demandaient trop. Et donc cela m'emmenait en situation de rébellion et puis et même de refus d'étudier. Hein. Mais enfin, de manière générale, j'étais travailleur, mais aussi dissipé. C'était déjà la dimension du poète qui commençait à pointer par là, un imaginaire hypertrophié. Ah oui, oui, j'ai eu deux grands surnoms. Le premier, c'est celui de Capitaine Mickey, parce que des amis et moi-même étions des accros de bande dessinée, et notamment celui de Tex Willer et Capitaine Mickey. Et moi, j'étais le Capitaine Mickey, et puis ce surnom-là, c'est ceux avec lesquels j'ai fait la 6e jusqu'en 3e qui le connaissent. Et à partir de la seconde, on m'a affublé d'un autre surnom, c'est celui de Baron. Les péripéties de la vie ont fait qu'à un moment donné, la police m'a même questionné pour savoir si j'étais le baron du quartier chic. Pourquoi est-ce que j'étais le baron? Est-ce que j'étais à la tête d'une organisation particulière qui était destinée à quoi, etc. Mais enfin, je suis le baron. Et donc, les amis m'appellent baron, les cadets m'appellent grand baron, et ceux qui m'ont connu sous le surnom de baron à Savorgnan, pour la plupart m'appellent Ya Baron. Et donc, voilà. Moi, je fais partie de la dernière fournée d'élèves qui ont commencé à Savorgnan à partir de la 6e. Donc, j'ai fait à Savorgnan de la 6e en terminale. Je n'ai pas fait le BPC ailleurs qu'à Savorgnan. Mes condisciples, bon, il y a eu du monde. Le lycée, c'était quand même près de 3000 élèves. Hein, et à raison d'une trentaine d'élèves par classe, de la 6e en terminale. Donc, ça fait quand même du monde. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est ceux avec lesquels on a fait les 400 coups, et notamment avec lesquels on allait acheter les bandes dessinées. Par exemple, le poète Noël Kodia Ramata, c'est mon condisciple de la 6e. Mais il y a aussi Matondo Koutouré, qui est sociologue et poète, et romancier d'ailleurs, par ailleurs, et homme de théâtre, Matondo Koutouré. Et puis il y a un certain nombre de pharmaciens, feu le docteur Mavungu, qui était le responsable de la pharmacie du zoo, le docteur Mokonzi Mobe, qui continue à donner des cours pour former les biologistes de la République aujourd'hui, qui donne des cours à l'INSA. Et puis, feu le docteur Damas Bozango, qui a été longtemps directeur général de la santé dans ce pays. Bon, ce sont les condisciples. Jean-Blaise Bilombo et moi, nous sommes tous d'abord le produit du lycée Samuel de Brazza. Mais je l'ai plus connu en 72, 73, je crois bien. Et quand nous avons eu notre bac, et il était question d'aller à l'étranger faire nos études.
des études médicales. Nous étions affectés donc à Dakar. Et c'est là où a commencé l'aventure des étudiants congolais à Dakar avec tout le monde. Avec Bilombo Blaise et les autres. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Il ne faut pas l'oublier, le pays à l'époque, quand nous y arrivons, dirigé par le poète-président, Léopold Sédar Senghor. Et donc, on y découvre le grand théâtre Daniel Sorano, avec le grand acteur, comédien Douta Seck. Hein? Donc, j'ai revu la tragédie du roi Christophe avec Douta Seck et Jacqueline Scott Lemoine qui lui donne le la. C'est magnifique, ça vous forme. Donc il y a une formation scientifique, puisque j'étais étudiant en pharmacie, mais il y a aussi une formation culturelle formidable, qui est encore plus étoffée que la formation scientifique. Parce que, bon, on rentre dans la société, on côtoie les écrivains, on côtoie les hommes de théâtre, on côtoie des artistes peintres. Non, c'est un séjour positif en tout point. Vous regardez l'époque, c'est les années 70, hein? Et donc les amis qui avaient le bac et qui étaient bénéficiaires d'une bourse pour l'étranger, tous les autres les accompagnaient jusqu'à Maya. Hein? Au revoir Kamale, au revoir papa, et au revoir Kamala Malé. Donc c'était magnifique, hein, de partir. Il y avait le sens de la mission, on pourrait dire. Bien sûr, il y a une petite tristesse, mais en même temps, c'était un moment de joie. Partir était un devoir. Une fois arrivé à Dakar, on formait en ce moment une famille, et au fur et à mesure, les relations devenaient de plus en plus étroites, hein, fortes, avec tonton Blaise Bilombo et les autres. Ils étaient en pharmacie et nous étions en médecine. Et cette famille, effectivement, nous a imposé on s'appelait maintenant des tontons. Tonton Blaise, tonton Gage, tonton Edel. Donc, une marque d'affection. Sinon, tonton Blaise, je l'ai beaucoup plus connu. Je l'ai d'abord connu au lycée Simon de Brazza. Hein. Ben là, c'était tout le monde. Hein. Mais précisément, nos amitiés se sont étroitisées à Dakar. Hein. Et en ce moment-là, on était une famille, on s'appelait tous des tontons. Le docteur Gatsé, professeur Gatsé, aujourd'hui, il est professeur de dermatologie au CHU. Le professeur Gatsé m'appelle tonton Blaise, mais c'est une marque d'affection, tout simplement. Une marque d'affection et de grande fraternité. Et quand il dit tonton Blaise, moi je dis tonton Gatch. Je ne dis plus Gatsé, je dis tonton Gatch. Hein? Et donc, nous sommes partis 22. Et nous avons laissé chacune sa famille. Et donc, ça, nous étions dans une nouvelle famille. Hein? Et donc, c'est une sorte d'héroïsme aussi, fraternel, cette aventure collégiale, commune, qui nous a donné le sens de la parenté, vraiment partagée, respect mutuel, courtoisie permanente, beaucoup de solidarité. Oui, c'était ça aussi Dakar. Oh, ce n'était pas un exil. Au début peut-être, mais après, nous avons des attaches à Dakar. Nous avons des familles d'accueil. Et donc, ce n'était pas de ce point de vue un exil. Hein? Et je vais vous raconter une anecdote. Quand en 1979, le président
le général président Joachim Yombi expulse les Ouest-Africains du Congo. Et il y en a des centaines, sinon un petit millier qui revient à Dakar. À cette période-là, nous vivions dans une famille sénégalaise, dans une concession à l'extérieur du campus. Mais je peux vous dire que les parents de ceux qui avaient été expulsés nous plaignaient, nous. On dit, mais vous n'avez pas de chance, les enfants. Mais vous avez des présidents qui... Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Les pauvres enfants. Et vous allez repartir travailler dans ce pays-là? Ah, mais comment vous allez faire? Donc, c'est ça. Nous avions des familles d'adoption. Donc, ce n'était pas un exil. Hein? C'était un espace de formation en tout point. Et c'était un espace à partir duquel nous avons découvert aussi l'Afrique de l'Ouest. D'abord le Sénégal, le Nord, Saint-Louis, le Sud, la Casamance, et puis tout autour, la Guinée-Conakry, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau. Nous avons visité un peu tous ces pays, nous avons voyagé. Et donc, non, ce n'était pas du tout un exil. C'était une opportunité de formation. Et quand on revient au pays, nous sommes des hommes, dûment constitués, parce que nous avons vécu toutes sortes d'expériences. Je suis revenu à Brazzaville pour le congrès, le symposium anti-apartheid en 87, dans l'avion du président Diouf, qui avait mis son avion à la disposition de la délégation des écrivains sénégalais qui venaient à ce forum. Et les écrivains sénégalais m'ont envoyé une délégation pour dire, mais Jean Blaise, on va dans ton pays, là, qu'est-ce que tu fais là? Viens avec nous, toi aussi tu es sénégalais, non? Et voilà, je suis revenu au pays, dans la délégation sénégalaise. Et donc, c'est ça, être intégré, être immergé dans une communauté d'esprit, dans une communauté culturelle, c'est ça. Toutes les facilités vous sont offertes. Hein? Toutes les facilités vous sont offertes. Hein? Voilà. Et donc, je suis arrivé à ce symposium et je suis reparti 10 jours après. L'avion est revenu nous chercher. Hein, parce qu'à ce moment-là, j'avais fini ma thèse, j'étais en train de préparer mon mémoire de DEA que je devais aller soutenir. Et voilà. Hein, mémoire de DEA en sciences de l'environnement, je devais aller le soutenir. Et bon, je suis reparti pour le soutenir. Et ce n'est qu'après ça que je suis revenu définitivement. Un vendredi 25 décembre, et le samedi, les amis du quartier viennent déjà me voir à la maison. « Ah, Baron, tu es là, mais comment? Bon, écoute, il faut qu'on aille prendre un pot et tout. » Ah, bon, ok, on va aller prendre un pot. Et donc, ils m'invitent à aller danser le samedi à la cave de Fafi. Bon, j'invite mon amie Marie-Lantine, nous y allons, 2 couples d'amis, nous nous retrouvons là-bas. Et pendant qu'on est en train de danser, j'entends des gens rire autour de moi. Mais c'est pas vrai, mais il est rentré quand celui-là? Le Dakarois. Et je me retourne, c'est des anciens de Dakar qui étaient rentrés quelques mois avant moi et qui travaillaient déjà à la Société congolaise de pharmacie, à Sokofar. Mais Jean Blaise, tu es là? Mais attends, on vient te voir demain. Il faut que tu nous donnes ton dossier. Parce qu'on est en train de faire le recrutement à la Sokofar. Je n'ai pas chômé un jour. J'ai dit non, il faut que je me repose quand même un peu. Et puis je suis resté 1 mois et demi. Mais le 25 janvier de l'année d'après,
j'ai été convoqué par la direction générale de Socofar à Pont-Noir. Mon dossier était déjà. Le lendemain, j'ai eu une conversation d'estime avec le directeur général, Michel Castanou, qui m'a dit, bon, mais Jean Blaise, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, tu vas à tel département, il te fait ton dossier, et vous commencez après-demain, les stages de training. Non. Donc, c'est pour dire que la fraternité est un mot magique. Elle vous ouvre tout. De sorte que mon papa, qui était en train de préparer mon dossier également pour que je rentre dans la fonction publique, je lui ai dit non, je ne peux plus rentrer dans la fonction publique. Là-bas, je n'ai pas à être fonctionnaire. Oui, mais quand même, j'ai des amis, je peux. Je lui ai dit non, 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 papa, laisse tomber. Et donc, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis un privé d'esprit et d'intention et de profession. Mediafrique Communication. Mediafrique Communication est une structure culturelle, oui, que nous avons montée en 1998, Marie-Léontine et moi-même, mais dont la vraie patronne est Marie-Léontine. Hein? Et d'ailleurs, c'est elle qui a commencé à manager Mediafrique. Moi, j'étais dans ma pharmacie. Hein? Comme nous avions monté un espace face à la grande poste de Bakongo, chez les Nganga urbains, et donc c'est là que se trouvait Mediafrique Communication. On y faisait de la bureautique et en même temps, on était en contrat avec un réalisateur, Gilbert Nsangata, avec qui on avait un projet de cinéma ensemble. Et donc, voilà. Et Mediafrique a commencé à travailler, à vivre, à faire un certain nombre de choses. Et notre premier film, La tuberculose au Congo, nous l'avons monté au mois d'octobre 1998. Et moi, je suis allé pour d'autres choses au Bénin, j'ai fait un voyage. Et pendant que je suis au Bénin, j'apprends que le pays est en train de brûler. Je suis parti le mercredi 15 décembre. Et le 18 décembre, on apprend que le pays a repris à brûler. Mais comment ça? Et nous revenons par Pont-Noir, le dernier vol Air Afrique qu'on avait pu avoir. On revient par Pont-Noir. Je suis allé d'ici un mercredi. Je suis revenu le lundi qui suivait. Je n'avais pas fini ma mission d'exploration. J'étais allé pour des questions de médicaments. Et de Pont-Noir, je suis venu à Brazzaville. Quand j'arrive, je trouve Marie-Léontine en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, 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 mais j'ai de mauvaises nouvelles. Il semble que Mediafrique, l'espace Mediafrique a reçu une requête, en tout cas. L'espace est en feu là-bas, à Bakongo. On ne peut pas aller le voir, etc. Je dis, bon, mais gardons foi. Et puis attendons de voir que les choses se calment. On ira regarder. Elle n'avait pas la force d'aller regarder quand la possibilité nous a été donnée. Je suis allé regarder. Et effectivement, tout était cramé. On avait investi toutes nos économies là-dedans. Tout était cramé. Hein? Il y avait 3 ordinateurs, une photocopieuse, des installations de téléphonie mobile, etc. Tout avait cramé. Et donc, voilà, ce pays dont le président Trump dit quelque chose de pas très propre,
Mais je ne sais pas si nous méritons autre chose que ce type de mots. Ben, la violence interne fait que, voilà, il ne reste que des ruines, que des déchets, et personne n'est jamais remboursé de son effort, etc. Donc voilà, tout ce qu'on a fait, on n'a rien pu garder. Et le film qu'on avait monté, ce film-là, le réalisateur est parti avec sur les chemins de traverse à travers le pôle, etc., pour rentrer au Congo démocratique. Et il s'est perdu dans la nature. Et donc, on a tout perdu. Et donc, il fallait reprendre à zéro. Et à ce moment-là, c'était difficile pour les enfants et Marie-Leontine de rester ici. Et les amis ont commencé à m'appeler de partout, du Mali, du Sénégal, du Niger, etc. Bon, j'ai décidé de les envoyer au Niger pour gagner en sérénité. Et puis voilà. Comment l'aventure a commencé, ce que moi j'appelle la route et la recherche d'un nouveau royaume. Et puis bon, les voilà aujourd'hui tous au Canada. Mais moi j'ai jamais eu aucune idée de quitter mon pays. La preuve, j'y suis encore, alors que toute ma famille se trouve au Canada. Tous les enfants, mon épouse. Mais voilà, ce pays, on y tient tellement, malgré la bêtise des gouvernants. Bon. Espérons qu'on ait un autre contrat de projet et de sens pour ce pays, parce que ça ne peut pas continuer éternellement.